Digression numéro 19. Dating fatigue. La solitude. Ouais, ça commence fort cet épisode. La solitude. Le sentiment d'isolement. C'est, je crois, quand on a l'impression de ne pas réussir à faire communion avec qui que ce soit. C'est l'impression d'être en décalage, de n'appartenir à aucune bande, de n'être écouté ou compris de personne. Parfois, c'est simple à comprendre. Ou parfois, ça tient à pas grand-chose, comme ne pas comprendre ce que les autres trouvent si drôle. Et là, bon, c'est momentané, hein. Mais d'autres fois, c'est lancinant, comme quand on swipe infiniment sur une application dans l'espoir de tomber sur un profil qui pourrait nous correspondre. Enfin, sans succès. Tous les visages vous semblent les mêmes et racontent inlassablement la même histoire de recherche, de fun, de passion, voyage, vélo, escalade, musique et cinéma, parfois pointus mais rarement. Il y a aussi tous ces lecteuristes qui rechignent à parler de leur lecture ou qui en parlent avec beaucoup trop de détails. Et vous avez l'impression de n'être que le réceptacle d'un dialogue à sens unique, le réceptacle d'une autre solitude. Ça vous arrive à vous aussi parfois ? Cette impression de vivre quelque chose de commun, mais d'une manière si unique qu'elle vous laisse seul au monde. En décrivant ce phénomène que j'imagine très commun, à quelqu'une que j'imagine être une amie, mais qui au fond, je le sais, n'est qu'une connaissance, on me répond que je souffre, gros guillemets sur le « je souffre », certainement de dating fatigue. On me pose ce diagnostic comme celui d'une bronchite aggravée par la surconsommation de tabac. La surconsommation ici assimilable au temps que tout ce temps que je passe à swiper. Pour rien. Rien. Je dirais pas ça. La fréquentation de ces plateformes a un coût non négligeable, celui de notre santé mentale. Et c'est tellement vrai que sur les blogs des apps de dating, il y a des articles dédiés à cette question. On nous dit que ça fait du bien de faire une pause, qu'il faut savoir se détourner de la frénésie d'enchaîner des rendez-vous. Et je sais pas vraiment à qui ça s'adresse, parce que j'enchaîne pas trop les rendez-vous. Bon, une fois, et c'est vraiment arrivé qu'une fois, j'ai eu 3 rendez-vous en l'espace d'une semaine. Et c'est vrai que c'était une mauvaise idée. Je savais plus du tout où j'en étais, quel était mon type, pourquoi, quel était le but de mon existence. Non, vraiment, ça m'a un peu retourné le cerveau. Il y a quelque chose de vertigineux dans le fait d'entamer un truc, je saurais pas trop comment le définir, avec 3 inconnus, complètement différents, qui ne disent pas clairement ce qu'ils attendent de vous. Enfin, c'est peut-être ça le problème. Être face à quelqu'un qui dit être là sans être sûr de ses attentes. Et au fond, je le comprends un peu. Comment décider à l'avance de ce que vous voulez avec quelqu'un ? On sait bien que tout ça est une question d'alchimie et de compatibilité sociale, culturelle, plutôt complexe. Et puis ça me tend de devoir dire à l'avance si j'attends de ma prochaine rencontre qu'elle dure longtemps ou qu'elle s'étire sur une courte durée. À la rigueur, le délire de préciser qu'on ne recherche qu'un plan d'un soir
est plutôt clair, mais c'est quoi une relation longue durée? Ça peut durer la vie, ou juste 2 mois si on est habitué au plan d'un soir. Si j'étais une mouche, une relation très longue durée durerait à peu près 1 semaine. Oui, je sais que c'est absurde, mais ce système qui nous demande de savoir à l'avance ce que deviendrait cette rencontre, ne l'est-il pas autant? J'aimerais bien me passer des apps. J'aimerais bien me passer des apps. Et me contenter de sortir de chez moi, puis d'entamer la conversation avec quelqu'un, mais pour diverses raisons, je suis condamnée à me retrouver au cœur des rencontres de toilettes de bar. Et rien de plus. Elles sont même pas si intéressantes que ça en plus, et parfois, souvent même, un peu offensantes. Bon, les personnes alcoolisées sont rarement les plus agréables à fréquenter. Par exemple, le week-end dernier, une meuf m'a demandé de vérifier si on voyait la marque de ses sous-vêtements sous son jean. Ok, ça avait l'air d'être important pour elle et puis je suis plutôt sympa, alors ok. Sauf que c'était un piège, un peu comme quand vous êtes tranquillement en train de scroller sur Insta et qu'un post attire votre attention mais s'avère être une pub. Ce genre de piège. Et donc cette femme, je précise qu'elle est blanche, c'est important pour la suite. Et en fait, on devrait préciser ce genre de choses que lorsque c'est important pour la suite. Elle m'explique qu'elle tient un salon de coiffure, rue X, on va pas commencer à lui faire de la pub non plus, hein. Et qu'avant ça, elle était coiffeuse afro. Je veux bien la croire. Même si l'expérience a prouvé que les coiffeuses afro sont souvent d'origine afro-caribéenne, parce que la nature du cheveu afro a souvent, est toujours, je crois, perçue comme trop complexe pour les coiffeurs caucasiens. Mais je veux bien la croire, hein. Sauf qu'elle commence à m'expliquer que si je viens dans son salon, elle va m'apprendre à aimer mes cheveux. Parce que les locks, j'ai des locks, c'est bien connu, c'est la coupe de ceux qui n'aiment pas leurs cheveux. N'importe quoi. Je lui dis pas ça, mais je pense surtout que les locks pour un coiffeur, ça a quelque chose de menaçant. Ça fait comme planer un soupçon de chômage. Ouais, c'est ce que je me dis. Mais est-ce que c'est si courant comme coiffure que ça doit être combattu jusque dans les toilettes des bars ? Je reste quand même très étonnée que même intoxiquée, cette femme ait tenté de se servir de la problématique du cheveu afro pour me faire venir dans son salon. Et problématique créée par ses ancêtres, cela dit en passant. Ha, 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 ha. Et donc, si même un moment de solidarité féminine se transforme en manipulation toute publicitaire, pourquoi sortir de chez soi ? De toute façon, j'ai atteint cet âge où j'ai l'impression que toute personne que je croise passer 22 heures dans un lieu festif a au moins 10 ans de moins que moi. C'est souvent le cas. La plupart des gens de mon âge sont à la maison, avec leurs kids. Je me suis vachement éloignée de la question du dating fatigue même. Et je crois même que je sais plus trop ce que j'en disais. Ouais, c'est compliqué de décider à l'avance de ce que va être une relation pour définir un peu plus le terme de dating fatigue. Je dirais que c'est le fait d'éprouver une forme de mélancolie à l'idée de passer une seconde de plus, à essayer de rencontrer des gens par le biais d'applications parce que... Où est-ce que vous le feriez autrement ? Bon. Moi, je pense que c'est quand même un peu plus que ça. C'est la désillusion du naïf à qui on avait promis que quelques photos et une bio bien rédigée lui permettraient de vivre des choses cool, intéressantes, une histoire peut-être. Je sais pas pourquoi j'y ai cru. Je pense que c'est à cause de tous ces films qui racontent qu'il existe quelqu'un pour tout le monde, quelque part. Et que l'amour reste possible tant qu'on continue d'y croire.
c'est une idée dangereuse. Déjà parce qu'on n'est pas tous beaux et que c'est un peu la base du dating. Ensuite parce qu'on n'est pas tous faits pour être aimés, mais bon, ça c'est clairement secondaire. Et aussi, je suis pas sûre qu'on soit tous capables d'aimer. Mais bon, comme tout ce que je raconte, c'est juste mon avis. Quoi qu'il en soit, se lever tous les matins en ayant quelque part dans un coin de sa tête l'idée que c'est possible, qu'on va trouver quelqu'un, nous expose à nos failles les plus profondes. Et nous fait croire que la solitude est un état passager et non la condition essentielle de notre humanité. Disons que si je fais des généralités, j'imagine qu'il existe peut-être 3 types de personnes. Ceux qui ne sont pas intéressés par l'amour, ceux qui en ont profondément besoin et ceux qui pensent que le sexe leur suffit. Les applications de rencontres pullulent de cette 3e catégorie. Parfois, je me dis que j'aurais aimé qu'on m'apprenne ou qu'on me dise... Enfin, je sais pas, peut-être que ça fait partie de l'apprentissage naturel de la vie et que j'ai raté ce cours. J'aurais aimé qu'on me dise que la plupart des gens traversent la vie en essayant de jouir le plus possible et si possible sur le visage de quelqu'un parce que... Je sais même pas pourquoi. Et oui, je parle des mecs. Enfin, principalement. Je reste persuadée qu'au fond... les hommes et les femmes partagent le même désir de connexion, de simplicité dans les rapports et de réconfort trouvé dans la simple présence de l'autre, mais que la volonté de dominer et de pouvoir se vanter de l'avoir fait finit toujours par l'emporter. Et peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe parce que j'ai vu trop de fictions irréalistes où l'amour l'emporte. Parce que je suis entourée de couples qui me serviront le même genre de comédie jusqu'à ce que celui qui prend toujours sur lui finisse par en avoir marre. Ouais, je crois que je regarde pas assez de films où le protagoniste est seul et crève seul. Et puis plus globalement, je pense que je regarde trop de films et que je suis pas assez dans la réalité. Mais c'est un problème pour un autre jour. Et je me dis que peut-être que ce serait intéressant de raconter l'histoire de cette meuf avec qui personne n'envisage de relation parce que son physique n'est pas assez proche des standards vers lesquels nous tendons tous avec plus ou moins de succès. Une fois que je dis ça, j'ai l'impression que je suis en train de faire le pitch de le journal de Bridget Jones. Sauf que, quand on regarde vraiment le truc, c'est une protagoniste tellement conforme que ça en est chiant, et c'est tellement chiant que j'ai même pas envie d'en parler plus que ça. Je sais pas, peut-être que j'ai envie de voir l'histoire de cette meuf qui refuse de se diminuer pour redorer l'ego d'un mec qui ne la respecte pas assez pour se remettre en question. Et genre, pas pendant X saisons où elle comprend pas ce qui se passe et puis à la toute fin, elle se dit ok, j'arrête de me laisser marcher dessus. Non, tout le temps, tout de suite, elle se dit non, c'est pas possible. J'ai besoin d'être respectée dans ma vie au quotidien. Ou peut-être, je sais pas, l'histoire de ce mec qui n'a rien pour lui mais qui finira pas seul parce que les standards des femmes sont ridiculement bas. Maintenant que je dis ça, je crois que tout ce que je décris c'est plus ou moins de la dark romance. Et par conséquent, je retire ce que j'ai dit. J'ai pas envie de ce genre de truc. Je lis pas de dark romance. Après, j'ai regardé le film 365 jours sur Netflix. Par curiosité et parce que je regarde un peu tout ce qui passe aussi. Tout et n'importe quoi. Et comment dire... j'ai rarement été aussi choc-barre de ma vie. Je pense que choc-barre, c'est le mot adéquat parce que... comment dire... Ce truc-là donne une image négative à la fois des hommes et des femmes, genre tout le temps. On dirait vraiment des définitions de personnes construites sur les choses les plus négatives qui puissent exister chez quelqu'un, Mais bon, je me perds, je digresse, comme d'hab. Mais bon, même là, même dans ce genre de truc,
l'amour triomphe toujours. Enfin, pour les hommes. Parce qu'on nous a conditionnés à croire qu'on valait rien sans leur regard. Tiens, c'est trop marrant. Je sais plus comment ça s'appelait ce truc, mais l'autre fois, j'ai regardé une série où une femme super riche et, je dirais, la soixantaine, tombe amoureuse d'un mec qui a la trentaine, mais en fait, qui veut l'arnaquer. Mais en fait, il tombe amoureux d'elle parce que, en plus d'être super riche, elle est aussi très très belle et super drôle et intéressante. Mais quand même l'âge, quoi. Too much. Et donc, il y a tout un tas de gens autour d'elle qui disent qu'ils font comprendre qu'il peut pas être amoureux d'elle parce qu'elle est vieille, en fait. Mais, comme l'amour triomphe toujours, hein, il l'est. Il quitte même une femme très belle. Ça me fait rire parce que c'est un peu ridicule. Parce qu'en fait, le souci dans l'histoire, c'est pas que la fille qui quitte soit très belle, mais c'est qu'elle soit enceinte de son enfant, en fait. Et donc, il la quitte pour cette femme plus âgée et très riche. Parce que, évidemment, la femme très belle est pauvre aussi. Et à la fin de l'histoire, ils restent ensemble. Et c'est la femme vieille et très riche qui paye la pension alimentaire de son ex et de son enfant. Alors que le mec a menti tout le temps et qu'à la base, il était là pour la voler. Et quelque part, est-ce qu'il n'aurait pas réussi à tout avoir, en fait? Et la morale de ce film, c'est un peu de nous dire que, puisqu'il a avoué ce qu'il était, puisqu'il est plein de failles, mais qu'au fond, il est aussi capable d'amour, c'est ok. Je sais pas, mais ce que c'est censé, ce qu'en tant que femme, je suis censée en tirer, mais ça me semble pas super positif, quoi. Ce truc de prenez-les comme ils viennent. Ouais, ok, mais non, pas comme ça, en fait. Du coup, ouais, ce truc de prenez-les comme ils viennent, là, ça me fait penser aux incels. Parce que... genre, ça se plaint de pas avoir accès au sexe et aux femmes, mais en fait, faites un effort, quoi. Et justement, encore un truc que j'ai regardé, c'est pas drôle du tout, c'est le documentaire sur France TV, Mascule, les hommes qui détestent les femmes, qui est effrayant, en fait. Ça raconte des trucs sur des gens effrayants qui existent dans le monde réel. J'ai souvent à me rappeler que c'est dans le monde réel, parce que, comme je vous l'ai dit, je regarde beaucoup trop de trucs. Et à la fin du docu, l'incel au physique, disons, ingrat, hein, il n'est pas incel pour rien, et aux intérêts que j'imagine limités, finit par trouver l'amour. Ouais, il trouve l'amour. Et limite, quasi à la seconde où il abandonne, bon, j'exagère évidemment, mais limite à la seconde où il abandonne la haine des femmes et le racisme, hein, parce qu'il suffit de ça, en fait. Il suffit de pas détester les femmes et de pas être raciste pour trouver l'amour quand on est un homme. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses du monde dans lequel on vit. Pour revenir à moi, ma réalité pour le moment, c'est que je galère pas mal parce que je suis honnête avec mes envies et la personne que je suis vraiment. Ça complique absolument tout. Dans le sens où on ferait presque sentir que c'est peu avouable de rechercher une relation exclusive. Je tombe sur plein de gens sur les apps qui me disent que ils sont déjà dans une relation avec quelqu'un. Du coup, ce qu'ils me proposent, c'est un truc que je comprends pas trop. Il y a une meuf qui avait écrit sur son profil que émotionnellement, son niveau de disponibilité était à 5. D'accord, mais à quel moment ça semble compatible avec ce qu'il y avait écrit sur mon profil? Next. Donc ouais, et quand c'est pas le côté je veux une relation exclusive qui bloque, c'est certainement le fait que je partage pas assez de points communs avec cette personne qui a liké mon profil sans prendre le temps de s'y arrêter et qui prendra pas la peine de me demander si mes intérêts à moi pourraient l'intéresser. Je vous apprends rien là, je crois. Hein. Complètement non disruptif.
Les rapports de domination de la vraie vie se reproduisent avec une implacable précision sur ces dispositifs de rencontre. Bon. Je dois avouer que c'était plus facile de déverser tout ce que j'avais dans la tête quand j'étais sûre de ne pas être écoutée entièrement anonyme. Mais passons. Pour revenir au dating, disons que j'ai l'impression que si je ne m'invente pas une personnalité en adéquation avec celle de la personne qui me plaît, il y a de fortes chances pour que cette personne ait envie de coucher avec moi, par curiosité, et qu'elle finisse par décider que rien n'est possible entre nous. Je sais bien que les reels d'Instagram ne sont pas une source d'information, à peine un moyen d'observer le monde dans lequel on vit vraiment, mais quand je tombe sur une vidéo où une femme explique que sa relation est pérenne parce qu'elle fait mine d'avoir besoin de son conjoint pour réaliser des trucs dans sa maison, ça m'interpelle un peu. Je me demande de quoi ces gens peuvent-ils bien parler si le fondement de leur relation repose sur la dépendance de la femme et le sentiment d'utilité que l'homme en retire. Est-ce qu'il n'existerait pas d'autres moyens d'exister dans le couple pour une femme que le statut de damsel in distress pour l'homme de sauveur? Est-ce qu'on est condamné à des relations toxiques lorsqu'on rejette ce schéma? Est-ce que j'aurais rien compris du tout? Les gens se mettent ensemble parce qu'ils sont attirés par le physique de l'autre, et le reste parce que leurs statuts sociaux sont en adéquation. Ok. Si la dating fatigue, c'est se poser des questions et sortir de cette consommation sordide de corps inconnus, ok, je suis une déprimée du dating. Cette réflexion, elle me vient à la suite d'un épisode récent que je vous ai raconté, je crois, mais pas dans les détails parce que je suis plus pudique que vous l'imaginez. C'est ce mec qui m'envoyait balader post-sexe, évidemment, en me disant que je ne comprends rien aux hommes et que je ferais mieux d'interroger mes relations passées afin de mieux comprendre les sentiments sous peine de ne jamais réussir à vraiment rencontrer quelqu'un. Épisode 18, je crois. Depuis, je refais le film dans ma tête. Et ce que je comprends de son point de vue sur moi, c'est que j'aurais peut-être dû être davantage dans l'attente de son désir, le laisser me chasser, être dans une forme de passivité toute séductrice, sans doute un moyen de réaliser cette prouesse tout en restant intéressante, drôle et spirituelle, parce qu'évidemment être attirante ne suffit pas. Mais j'ai pas trouvé la façon de le faire. Et j'ai pas envie de chercher. Je veux bien m'adapter, changer, je suis moins sûre. Parce que bon, quand on rencontre quelqu'un, on n'est jamais conquis à 100%. Il reste toujours des choses qui nous séduisent moins, qui nous dégoûtent parfois même, mais pourquoi c'est toujours à celui qui pèse le moins socialement, statut de femme, de pauvre, de racisé, etc., de s'adapter? Les relations amoureuses ne sont-elles pas un lieu où toutes ces notions-là disparaissent, puisque l'amour gagne toujours? Non, je crois pas, ça c'est encore une blague de comédie romantique. Parfois j'imagine que j'ai pas besoin du regard des hommes. Et je crois que je vais finir par y arriver. Mais ça m'aide pas à me sentir moins à l'écart. Parce que j'ai l'impression que toute relation sentimentale repose sur un accord tacite entre un dominant et un dominé, une dominante, une dominée, enfin... Tout ça pour dire que je pense pas que ce soit réservé aux relations hétérosexuelles, je m'embrouille un peu. Mais bon, déjà que je suis pas la plus belle, mon refus de me plier à des règles bidons et allant principalement dans le sens des hommes, me fout la nausée. Je vais pas faire semblant d'être moins intelligente que je le suis, je vais pas adopter un look qui me rendrait plus attirante à leurs yeux. J'ai pas envie d'être une infirmière gratuite, esclave de ses humeurs et autres aléas de sa vie. Moi aussi, je vis des trucs qui vaillent qu'on y porte une attention. Ce que je voudrais, c'est rencontrer mon égal, évidemment. Comme essayait de nous le dire Damien XVI dans les albums Jours étranges et God Bless. Je suis trop bien pour ce monde. Et à défaut de le quitter prématurément,
autant accepter de le traverser dans la solitude. Est-ce que vous comprenez que mes choix n'en sont pas vraiment ? Que je devrais me contenter de ce qui me tombe dessus ? Et dans ce cas, à quoi bon essayer ? Je reviens sur l'idée qu'il existe quelqu'un pour tout le monde. Et sur le fait que je trouve l'idée dangereuse, pour les raisons que je vous ai citées plus haut. Déjà, ça fragilise et ça fait croire qu'on ferait mieux de s'occuper en permanence plutôt que d'apprendre à supporter la solitude. Et la solitude, ça fait faire des trucs parfois. Je crois que je m'en vante souvent, je suis une meuf plutôt cool et agréable à fréquenter. Par conséquent, des garçons qui me trouvent pas assez bien, trop dark, au sens propre comme figuré, trop grosse, pas assez distinguée, n'oublions pas le fantasme de la bourgeoise qui truste les esprits de beaucoup de garçons, pour entamer avec moi une relation. Tous ces garçons qui ne me trouvent pas assez bien reviennent. Et en vrai, ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment moi, mais c'est profiter. Profiter de ce qu'on appellerait un forfait vacances. Avec quelqu'un comme moi, d'un peu drôle, entre guillemets un peu exotique, intelligente, bienveillante et attentionnée. Revenir leur garantirait de bénéficier pendant une soirée, ou plus, d'un booster d'ego qui leur permettra de retourner vers des candidates sérieuses à la relation de manière plus sereine, requinquée en quelque sorte. C'est un phénomène réel. Je le sais pour en avoir discuté avec beaucoup de femmes, souvent racisées et donc considérées comme un choix de repli, souvent. J'ose imaginer, pas tout le temps. Il y a 10 ans, à peu près, peut-être un peu plus, j'avais rencontré un mec qui s'est avéré être toxique, violent, manipulateur. Le genre de mec qui essaie de te faire croire qu'il n'y a que lui qui s'intéresse à toi et que tu as vraiment beaucoup de chance qu'il ait posé son regard sur toi. Bon, je le croyais pas vraiment. Gros égo. Mais il le répète tellement que parfois j'en doute. Mais du coup, je m'éloigne, on se sépare, il revient. Disons que les abus étaient souvent verbaux, qu'il se tenait toujours à la limite de la violence physique, qu'il adorait tenir des propos durs sur le viol, les femmes, les personnes racisées alors qu'il l'était lui-même. Et j'acceptais tout ça parce que c'était un mec à problème. Il avait un background, disons, un peu chaotique. Et donc c'était ok de me faire cuisiner, moi, dont le niveau de cuisine ressemble à ce qu'on peut voir dans des émissions de type cauchemar en cuisine, et que ça me donnait presque envie de faire appel à un coach pour préparer un plat de pâtes, mais que malgré mes efforts, il finissait par se pointer qu'au milieu de la nuit. Évidemment, j'ouvrais pas la porte. Du coup, il pleurait comme un chien devant la porte pour que je lui ouvre. Et je finissais par lui ouvrir. Et puis ensuite, une fois que j'avais ouvert, il pleurait encore dans mon lit en me racontant toutes ces mésaventures. Et puis il finissait toujours par me sortir une de ces phrases atroces qui vous restent dans la tête très longtemps. Et du coup, je crois que sa détresse et ma solitude s'accordaient bien. La dernière fois que je l'ai vu, je l'avais invité à dormir chez moi parce qu'il habitait loin et qu'il n'avait plus de moyens de rentrer chez lui. J'étais contente de le revoir. Ça faisait quelques mois qu'on ne s'était plus vu ni parlé. Et la porte était à peine fermée qu'il a exigé qu'on couche ensemble.
Je lui explique qu'un peu de séduction, de douceur ou de gentillesse pourrait peut-être me rendre plus encline à lui accorder mes faveurs, mais il réagissait comme si ça le diminuait de jouer le jeu, comme s'il fallait absolument m'humilier pour qu'il se sente bien. Mais ça m'intéressait pas du tout. Alors je lui ai dit de partir, mais il a préféré aller dans ma chambre et s'allonger dans mon lit et réitérer sa demande. S'en est suivi un moment presque comique où j'essayais de le sortir de mon lit en le poussant de toutes mes forces, mais ça marchait pas parce qu'il était plus fort et ça l'amusait pas non plus. Et j'ai eu comme une forme d'instinct de préservation qui m'a poussée à accepter sa présence jusqu'au matin, où j'ai enfin réussi à le faire sortir de chez moi. Et puis, bon, après ça, je pensais ne plus jamais le revoir, parce que de toute façon, j'en avais pas envie. Mais 2 ans plus tard, il ressurgit comme ça par message. J'invente un truc, je lui dis que je suis mariée parce que pour une raison quelconque, j'ai l'espoir qu'il respecte ce lien sacré entre 2 personnes. Mais il insiste. Je bloque son numéro. Et 3 ans plus tard, tout récemment donc, il me retrouve sur les réseaux. Je l'ignore. Il trouve un autre compte. Et là, je suis un peu plutôt désappointée. Je lui dis d'aller manger ses morts, en fait. Et sa réaction est presque drôle parce qu'il fait le mec qui ne comprend pas. Il veut que je lui explique pourquoi je réagis comme ça. Et donc je le fais. Je lui fais un peu le déroulé de tous les trucs qu'il a fait, de toutes les choses qu'il a dites. Et lui, il essaie de m'enfumer en m'expliquant qu'il ne comprend pas ce qui n'a pas marché entre nous. Que je devrais me poser des questions parce que c'est moi la personne au comportement toxique. Et aussi que son retour soudain dans ma vie n'a rien à voir avec le fait d'obtenir mes faveurs sexuelles. Je comprends pas comment on peut afficher autant d'audace. La première phrase de son message était « J'ai vu que t'étais sur une app, je sais plus laquelle, ça veut dire que tu n'es pas mariée. » Et la seconde était « Ça se passe pas très bien avec la mère de mon enfant. » Ce que je retire de ça, c'est que toxique ou pas, on doit tous faire face à la solitude. Si vous avez aimé écouter cet épisode, partagez-le, mettez-lui des étoiles. Et donnez votre avis sur Apple Podcast ou toutes les autres plateformes où vous avez la possibilité de le faire. Parlez-en autour de vous. Suivez le compte, le podcast de la meuf inutile sur Thread et Instagram. Bref, show me the love. Bisous.